Dernière présentation, on est à peu près dans le timing, là, c'est bien. Donc j'appelle Daniel qui est connecté, Guéraud, je sais pas, oui, et le micro est pas allumé, Daniel. Voilà, ça y est, bonjour. Donc, qui va nous... je te laisserai te présenter également, on est dans la francophonie, hein, puisque c'était la session de Lausanne et de Suisse, donc avec... et donc Daniel Guéraud qui va nous présenter une approche aussi tout à fait d'actualité dans la formation, dans l'évaluation autour de la chirurgie de l'obésité avec notion de benchmarking. Bonjour, merci beaucoup. Je vais commencer la présentation hier. Aujourd'hui, je suis en déplacement. Je vais demander au technicien de lancer la vidéo. Dans la scène Nicolas Mignon. Max virtuel, Max, tu peux t'appeler. Oui, je sais. Et on a travaillé, on va développer des choses. Voilà. Mais c'est sûr que tout ce principe de pouvoir, on l'évoquait aussi avec le don des corps et l'importance de l'anatomie et de ce travail-là, ça ne va pas remplacer évidemment. Hein. On est vraiment dans une approche. En vue de présenter notre étude sur l'établissement des benchmarks en chirurgie bariatrique, l'analyse et l'évaluation et l'explication. Cette étude est le fruit de collaboration internationale incluant 45 auteurs à qui j'aimerais remercier de leur participation et je tiens à exprimer envers le mentor, la sœur Marc-Olivier. Nous vivons dans une ère de la médecine hautement spécialisée où les hôpitaux et les centres chirurgicaux sont fréquemment classés par les médias en fonction de certains indicateurs de qualité. Néanmoins, la définition de la qualité chirurgicale n'est pas tout à fait évidente. La manière standard de présenter les résultats chirurgicaux est basée sur les corps consécutifs. Voici un exemple récent publié à un rapport des Pays-Bas. Les hôpitaux néerlandais sont présentés sur cette figure par des lettres anonymes et on peut voir le pourcentage de texte c'est-à-dire le pourcentage de cas, non aucune complication, pas d'intervention, pas d'opération, pas de réanimation. Cette démonstration permet d'identifier des éventuels écarts de performance entre un centre spécifique et la moyenne nationale qui peut stimuler l'amélioration de qualité. Néanmoins, nous savons que les résultats chirurgicaux ne dépendent pas uniquement de l'expérience des chirurgiens ou de l'infrastructure des centres, mais aussi de case mix des patients, c'est-à-dire le pourcentage de patients bas risque et haut risque dans le volume annuel d'un centre. Si on prend ça en considération, on pourrait imaginer que le centre qui a le moins de textes marocains peut être le meilleur centre du pays parce qu'il accepte d'opérer beaucoup de patients haut risque et effectue des opérations complexes qui ne sont pas effectuées dans les autres centres. Afin de pallier au manque de comparabilité entre les centres de chirurgie, le concept de benchmark a été introduit. Ici, l'idée est de présenter les résultats chirurgicaux dans un sous-groupe de patients, dans les patients à bas risque uniquement, permettant la comparabilité entre les centres. Nous avons récemment publié une méthodologie standardisée d'établir ces benchmarks en chirurgie. Ce checklist est le fruit de recommandations d'un panel d'experts international. Brièvement, il s'agit d'un cycle d'amélioration qui commence par l'identification des centres experts, ensuite par la collection de données qui permet l'établissement des benchmarks CATOP qui sont une espèce de référence. Daniel, tu nous entends ? Tu peux peut-être, c'est peut-être mieux que tu le commentes en direct, non ? Tu crois pas ?
Si ça t'embête pas, hein, parce que c'est vrai que parfois c'est pas toujours. Si on peut couper le son de la présentation ou pas. Cette approche a déjà été utilisée pour publier les benchmarks dans plusieurs. Oui. Tu es connecté? Ouais. Bonjour à tous, merci pour l'opportunité de présenter notre étude à l'Académie. Notre étude est intitulée Benchmark chirurgie bariatrique. Sur ce slide, vous voyez que le benchmarking, c'est un cycle d'amélioration qui vise à identifier une barrière à laquelle les centres peuvent se comparer. Pour établir un benchmark en chirurgie bariatrique, nous avons inclus 19 centres de 3 continents, principalement de l'Europe, incluant un centre français, CH de Nice, aussi des centres américains, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ensuite, on a demandé à ces centres d'identifier dans leur caseload au cours des dernières 6 années des cas à bas risque. Et ces cas ont été définis sur un protocole qu'on a pré-publié sur clinicaltrials.gov. Ces cas à risque doivent avoir un lien aussi entre les 50 kg par mètre carré en préopératoire, l'âge en dessous de 65 ans, absence de maladies systémiques majeures comme le diabète, thermodate de soleil, maladie inflammatoire de l'intestin, absence de chirurgie intra-abdominale précédente, de chirurgie bariatrique auparavant, et absence de procédures associées pendant la chirurgie bariatrique, donc pas de connexion. Ensuite, chaque cas identifié devra avoir un suivi minimum de 90 jours. En utilisant cette approche, les 1900 participants ont identifié 5577 cas benchmark, c'est-à-dire bas risque, principalement des bypass, mais aussi presque 1500 cas de gastrectomie, qui ont été opérés entre 2012 et 2017. Pour identifier ces cas, on a fait un volume bariatrique total de 39 424 cas. Sur cette vidéo, on peut voir le pourcentage de cas low risk, c'est-à-dire benchmark, dans le volume annuel des centres participants. Ce taux est extrêmement variable, entre 4 et 69%. Ensuite, on a dû calculer les cut-offs de benchmark. Pour ça, l'unité de base n'est plus le patient, mais les outcomes des institutions. Si par exemple on veut calculer des benchmarks cut-off pour les traitements nationaux à un mois, on prend le médian des institutions, et ensuite on définit ce cut-off au 75e percentile de ces médians. En utilisant cette approche pour les chirurgies bariatriques dans la base de données qu'on a réunie, sur ce slide, vous pouvez voir les benchmarks cut-off identifiés pour la gastrectomie. La durée opératoire doit être égale ou inférieure à 1 heure et demie. Le taux de transfusion sanguine inférieur à 1,3%. On ne peut pas avoir de cancer de sang intensif. Le séjour hospitalier doit être égal ou inférieur à 3 jours. La mortalité au cours des 3 premiers mois doit être 0%. Pourcentage de textbook outcome, c'est-à-dire de cas où il n'y a aucune déviation de la norme, pas de réadmission, pas de l'intervention, pas de préopération, doit être au-delà de 88%. Taux de réadmission au cours des 3 premiers mois égal ou inférieur à 55,5%. Et sur ce slide, vous pouvez voir les benchmarks cut-off pour le bypass en Y. Durée opératoire doit être égale ou inférieure à 2 heures. Le taux de transfusion sanguine égal ou inférieur à 2%. Taux de transfert aux soins intensifs moins de 0,14%. Séjour hospitalier égal ou inférieur à 4 jours. Mortalité pour les 3 premiers mois doit être 0%. Pourcentage de textbook outcome au-delà de 90%. Réadmission pendant les 3 premiers mois égal ou inférieur à 5,5%. Et taux d'opération en dessous de 4% dans les 3 premiers mois. En établissant ces benchmarks globaux pour la chirurgie bariatrique, on a mis en place un nouvel outil de mesure de la qualité chirurgicale. C'est un centre dans le monde qui aimerait se comparer à ces benchmarks identifiés. On va faire une petite chose, c'est de diviser sa propre caseload institutionnel en cas low risk et en cas haut risk, et ensuite comparer les résultats pour les indicateurs de qualité obtenus dans la population
Paris, les benchmarks ont été identifiés dans cette étude afin d'analyser s'il y a une disparité de qualité. Les benchmarks qu'on a établis dans cette étude s'arrêtent à 90 jours. Ça peut être considéré comme une limitation, car si on suit des patients pendant 2 ans, on voit qu'il y a une augmentation constante des réinterventions, des réopérations, dont le taux atteint 12%. Mais la qualité chirurgicale influence surtout les complications qui surviennent au cours des 3 premiers mois, tandis que les causes de réadmission et de réopération au-delà des 3 premiers mois sont également influencées par l'histoire naturelle de la maladie. Quand on regarde en détail les causes de réadmission les plus fréquentes avec un suivi méthode de 1 million de séquences, pour le bypass massif, on retrouve en première position la douleur abdominale d'origine inconnue, deuxième position la cholécystique asymptomatique, troisième position la hernie interne ou obstruction intestinale. Pour la sleeve gastrectomie en numéro 1, c'était la symptomatologie liée à la litiase biliaire. Numéro 2, douleur abdominale d'origine inconnue. Position numéro 3, reflux gastro-œsophagien. Dernièrement, pour les 2 opérations, on retrouve comme cause de réadmission la reprise du poids, donc la perte de poids insuffisante. Donc pour résumer, cette étude a établi des benchmarks de qualité pour la chirurgie bariatrique. Les indicateurs de qualité peuvent être utilisés par la suite pour analyser un écart de performance entre un centre et les benchmarks. Vous êtes aussi utilisé pour identifier des cas hors benchmark pour une discussion en colloque en complémentarité. Et ensuite, respectivement, on peut porter des modifications en pratique clinique pour viser des améliorations. Idéalement, ce processus doit être répété régulièrement par des études futures. De l'autre côté, nous avons lancé une deuxième initiative en chirurgie bariatrique pour identifier les benchmarks en chirurgie révisionnelle. Il y a déjà 22 centres qui ont accepté de participer et on sera heureux de présenter la résultat. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie à Dr Pierre Fournier de votre invitation. Maintenant, vous êtes à disposition et je m'excuse pour ce bug technique au début de la présentation en lien avec les autres. Merci beaucoup Daniel pour cette présentation effectivement qui fait introduire des notions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, enfin même si la qualité c'est essentiel, mais dans nos spécialités. Je ne sais pas si on avait des questions sur les personnes, peut-être Hubert. Tu te lèves. Mais non, je ne sais pas, il faut le parler. Oui, bonjour. Votre communication et votre travail sont extrêmement intéressants. Vous savez probablement que la SOFCO, en France, a eu une initiative qui n'existait pas, qui était de labelliser des centres pour garantir la qualité de prise en charge pour les patients bariatriques. Mais ma question, en fait, elle serait... ça serait très intéressant de voir quels sont les résultats parmi ces centres labellisés, pour que chacun puisse se situer par rapport aux critères définis à la moyenne. Est-ce que vous auriez une idée de la charge de travail et du coût que ça représenterait pour environ 120 centres? C'est une question très difficile. Probablement le coût se mesure en heures de travail. Probablement il faudra engager des secrétaires, des actrices qui sont experts en recueil de données médicales. Le projet que j'ai présenté était le fruit du travail des surgical fellows ou des bénévoles, des chirurgiens qui leur font un livre, ont pris un peu l'effort en recueillant des données. L'intérêt, ça serait que ça soit un intervenant extérieur et pas déclaratif. Tout à fait, ça c'était l'initiative lancée par des chirurgiens. Probablement, si vous voulez labelliser son centre, il faudra mandater un organe externe. Oui. Jean-Claude Couffinal, j'ai juste une petite question. Le travail d'évaluation et de benchmark est fait depuis plusieurs années dans le registre des races. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que vous en êtes inspiré? Et si j'ai pas bien entendu la question, répétez s'il vous plaît.
Je parle de ce magnifique travail sur le benchmarking, mais qui existe dans les registres obligatoires de ERAS, dans les spécialités que nous avons actuellement maintenant sur la chirurgie colorectale, l'urologie, etc. Tout à fait. Malheureusement, ça peut porter à conclusion que la définition du benchmarking n'est pas uniforme. Dans notre façon d'interpréter ce terme, nous partons de l'hypothèse d'identifier les patients qui ont le moins de facteurs de risque au départ, en préopératoire, et de voir quels sont les résultats qui peuvent être obtenus, notamment ces patients bas risque dans des centres académiques à haut volume, en pensant que c'est des centres d'excellence avec des chirurgiens expérimentés. Comme ça, on peut établir des best achievable outcomes. Et le benchmark, c'est pas vraiment la moyenne de ces résultats, mais c'est défini 75e percentile des meilleurs des centres pour identifier des résultats qui sont atteignables par les autres centres également. La définition du benchmarking dans les recueils de données ERAS et d'autres ne sont pas tout à fait claires pour moi et les épreuves malheureusement répondent à cette partie-là. D'accord. Très bien. Je crois qu'on peut peut-être conclure cette session. Encore une question? Non, c'était bon. Merci. Il y a effectivement, on a été une belle session et on voit qu'il y a du dynamisme autour d'une spécialité qui est encore mal considérée. Je crois, même si les choses bougent beaucoup. Et c'est important de voir qu'il y a tout à mettre en place, enfin encore à développer. Voilà, donc merci beaucoup pour la qualité de vos interventions, à l'Académie et à notre président et futur président. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup Guillaume, tu as organisé une très belle séance sur un sujet qui est maintenant très à la mode. Comme vous le savez, la plupart des décédés pas trop âgés de l'épidémie en cours sont des obèses ou des patients en surpoids qui sont fragilisés par leur comorbidité. Effectivement, cette spécialité chirurgicale qui fait partie de la chirurgie digestive, mais qui est très complexe par tout le retentissement sur l'ensemble des métabolismes. D'ailleurs, elle s'appelle maintenant SOFCO-MM, c'est-à-dire Société française de prise en charge de l'obésité et des maladies métaboliques. Cette activité très complexe n'a que 25 ans. Et au départ, c'était quelques chirurgiens exceptionnels qui s'intéressaient à une maladie qui n'avait aucun intérêt pour la plupart des autres chirurgiens. Le développement de cette maladie a entraîné le développement de cette chirurgie. Au départ, on a reproché à ceux qui s'y intéressaient de le faire uniquement pour augmenter leur activité. En réalité, ils l'ont fait de façon très sérieuse. Les études ont commencé dès le début et je vois qu'elles se poursuivent de façon extrêmement active et que vous travaillez de façon extrêmement sérieuse. Je vous félicite tous et vous invite à revenir à l'Académie dès que vous voudrez.